Bonjour à toutes et à tous, rebonjour plutôt. Alors on poursuit ce concept du grand témoin qui consiste à donner 30 minutes finalement à quelqu'un, un acteur important du milieu, de façon à ce qu'il ait le temps finalement, l'espace de développer un peu sa réflexion sur un sujet. C'est vrai que les tables rondes, c'est vivant et interactif, mais malgré tout, en deux questions, c'est difficile de développer quelque chose de cohérent et en tout cas de complet. Donc on a eu hier Agnès Buzyn, que tu connais un peu. Tout à l'heure, Isabelle Lafont. Et donc notre troisième grand témoin, c'est Raymond Lemoigne, qu'on ne présente pas, directeur général des HCL, et qui va nous parler, et on va écouter attentivement, de la gouvernance déchue dans l'incertitude. Vaste programme. On est ravis de ton intervention. Donc merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Je suis pas convaincu, je suis Raymond Lemoigne, DG des Hospices. Je ne suis pas convaincu d'être le plus légitime pour traiter la question. Mais comme je ne suis pas, je vous propose donc de me faire confiance, de considérer qu'on va rentrer dans la discussion et que vous avez même la possibilité de picorer, de ne pas être d'accord avec tout ce que je vais dire, mais de considérer que c'est une discussion, on va la mener ensemble. Et vous avez même le droit de vous rappeler qu'il m'arrive aussi de ne pas être uniquement le directeur général des hospices, je suis aussi le directeur de l'hôpital d'Albigny, le directeur de l'hôpital de Givors, et donc il m'arrive de penser à d'autres mondes que celui du CHU, même si c'est ma casquette et je l'assume. Il m'arrive également de penser aux soins primaires, je le dis parce que comme j'ai demandé à des amis de venir, il y a des acteurs de CPTS qui sont ici parmi nous et qui prouvent qu'on peut se poser la question de l'innovation, de la robustesse, en dehors même des CHU. On est à peu près tous d'accord pour considérer qu'on est en train de vivre un moment assez singulier, celui d'une accélération des transformations sociales, technologiques, économiques et géopolitiques. Cette réalité, elle est aussi une réalité des établissements de santé, c'est-à-dire que les établissements de santé ne sont pas en dehors de ces grandes mutations. C'est des organisations assez attachantes, incroyables, qui gèrent de l'humain, qui gèrent des histoires de vie, qui gèrent intimement l'incertitude en permanence, parce que la santé, c'est l'incertitude. Et pourtant, ces organisations-là, elles sont aussi rattrapées par ces mutations organisationnelles, ces mutations systémiques. Deuxième observation, les signaux, ce ne sont pas uniquement des signaux faibles, ce sont aussi des signaux d'alerte. L'année dernière, à ma même place, Nicolas Revel, vous avez démontré pourquoi nous allions dans un mur considérable sur le plan de la démographie, en considérant que si on voulait travailler sur la soutenabilité de notre système de santé, il fallait essayer de réfléchir sur quelles étaient les nouvelles stratégies de prévention secondaire et tertiaire pour limiter la progression inéluctable du fardeau des dépenses de santé. Je ne vais pas vous faire un cours sur le contexte géopolitique, je ne vais pas vous faire un cours sur le contexte environnemental. Autrement dit, les signaux qui sont les nôtres ne sont pas des signaux uniquement passifs qui nous permettent de décrire un état de transition. Nous sommes dans un signal qui se multiplie et qui sont des signaux d'alerte. Et la proposition que j'aimerais discuter avec vous est de considérer que la notion de souveraineté conduit à penser différemment l'efficacité des organisations hospitalières. Autrement dit, la question qui nous est posée, c'est de ne pas avoir le CHU le plus performant, de ne pas avoir l'organisation des soins la plus performante, mais d'avoir l'organisation qui nous permet de répondre à la question de la robustesse, c'est-à-dire gérer des fonctions critiques dans un environnement instable qui nous permet également de gérer des transitions longues. En gros, on n'est plus à la tête d'une institution, on gère un écosystème. Et donc comment on rend des comptes quand on gère un écosystème? Quelle est la logique de rétribution, de reconnaissance ou d'acceptation de l'idée que nous ne sommes pas payés pour gérer des institutions fermées, verrouillées, on nous demande d'évoluer et de gérer des écosystèmes, de gérer, vous les appelez comme vous s'entendez, des territoires. On doit gérer des écosystèmes. Et on ne peut pas évidemment les gérer seul. On a même le droit de considérer que ce qui arrive au CHU
arrive aussi à l'université. C'est les mêmes transitions, c'est les mêmes défis, c'est les mêmes défis qui sont exposés aux collectivités territoriales, ce sont les mêmes défis qui sont exposés aux principales entreprises publiques. Première démonstration, premier point pour lequel je vous demande de me faire confiance. Donc attention, il y a Nicolas Revel qui m'écoute, hein, donc je suis obligé de... Classiquement, quand vous êtes à la tête d'une institution, vous êtes doyen, vous êtes directeur général, vous êtes président de CME, vous apprenez avec chacun ses éléments d'inclination qu'une institution, elle peut se piloter, certes parfois douloureusement, avec des outils classiques que sont une autorisation d'activité de soins, des règles de financement, des règles de rémunération, des règles de tarification, de la formation initiale, de la recherche, des politiques qualité, des politiques de reconnaissance, y compris de reconnaissance sur le plan RH. Tous ces outils sont en train de se fragiliser en même temps. On ne dit pas qu'ils n'ont pas leur effet, on ne dit pas que ces outils-là ne sont pas devenus inefficaces. Ces outils-là commencent à être rattrapés et à être fragilisés en même temps. La planification ne peut plus être pensée comme elle est actuellement. Une autorisation de soins dans un établissement de santé n'a pas de valeur. Nous savons tous qu'une autorisation de soins, c'est bien une autorisation de soins dans un territoire, dans des équilibres à trouver avec d'autres partenaires, avec des partenaires de ville, avec des partenaires des cliniques privées, avec un écosystème. Et donc, il faut que nous abandonnions l'idée qu'il est qu'on travaille, on est condamné à travailler sur un régime d'autorisation d'établissement de santé. Sur les questions de financement, les collègues qui m'ont précédé, la table ronde qui va me succéder va vous démontrer que les mécanismes de financement de l'hôpital ne garantissent pas la solvabilité des grands investissements sur lesquels il nous faut nous engager, que ce soit les questions de souveraineté des données, que ce soit sur d'autres types d'infrastructures sur lesquelles il faut investir. Les questions de certification ne permettent pas de traduire, et de moins en moins, comment j'essaie de refléter la réalité de parcours individualisés, adaptés à chaque situation, et évidemment des approches beaucoup plus protocolées et des parcours normés. Ce que je vous propose de retenir à ce stade-là de mon exposé, c'est que les grands outils classiques de régulation, le financement, l'autorisation, les formations initiales, les recertifications sont en train de s'épuiser, y compris parce qu'il faut former de façon massive, il faut former de nouveaux professionnels et il faut continuellement garantir l'actualisation des compétences à notre collectivité, à la puissance publique. Et non seulement ces outils sont fragilisés, et en plus, j'ai été élevé, moi, mes HU, ils m'ont appris ce que c'était qu'un médicament, ce qu'était un dispositif médical, ce qu'était une consultation, ce qu'était un séjour d'hospitalisation. Nous sommes tous convaincus que c'est ça qui décrit encore notre univers. Et en fait, même les objets de santé ne sont plus là. Nous savons que demain, nous allons acheter un service. On ne va plus acheter... La question n'est plus de rembourser un médicament. La question n'est plus de rembourser un acte professionnel. La question qui va nous être posée, c'est comment j'essaie d'appréhender ces nouveaux objets de santé qui ne sont plus ces objets tels que nous sommes en train et de continuer à exercer nos méthodes de régulation. En gros, je vous propose de me faire confiance et donc de comprendre que tous ces outils de régulation, on ne dit pas qu'ils sont obsolètes, on ne dit pas qu'on va les abandonner, ils sont tous en train de perdre de leur efficacité et de leur impact. Il y aura toujours une classification des séjours d'hospitalisation. Alors je ne propose pas de faire de table rase, mais de nous interroger, de dire mais c'est quoi la régulation des outils de régulation? Ou comment je peux essayer de faire évoluer le système? Alors on est dans un monde incroyable qui, je pourrais vous dire, de toute façon, ça ne sert à rien de décrire les limites de l'exercice, puisque de toutes les façons, le système de santé traverse une crise financière durable, et que quand on n'a pas de moyens financiers, c'est difficile de créer de l'impulsion, de penser autrement, que les institutions, y compris des institutions telles que les CHU, sont contestées, qu'on a très très peu d'agora politique, c'est-à-dire le temps de discuter, le temps de débattre, le temps y compris de reprendre un débat sereinement pour éviter d'être immédiatement rattrapé par des questions court-termistes, et que nous avons effectivement
et que nous faisons face à de la manipulation de l'information, à une incapacité à débattre sereinement de ce type d'approche pour inventer des nouvelles méthodes de régulation. Je ne dis pas pour autant que tout est désespérant. En fait, il y a des choses géniales qui sont survenues. Quand vous faites l'effort de regarder tous les articles 51 qui ont été instruits, ceux qui ont échoué, ceux qui ont été validés, ceux qui ont été généralisés, ils enseignent tous les mêmes choses. C'est quoi des approches populationnelles sur des populations à risque? Comment je gère des interventions précoces? Comment je gère la coordination? Et comment chaque fois je rémunère ces spécificités-là? Quand une institution, des outils de planification, de rémunération, de formation initiale, de certification s'adaptent à ces réalités-là, on n'est pas très loin de reconstruire un système qui a un peu plus de valeur. De la même façon, on peut dire ensemble qu'on a progressé, on est à peu près tous convaincus qu'il vaut mieux savoir écouter l'expérience et prendre en compte l'expérience des patients, l'expérience des professionnels, l'expérience des étudiants. La prise en compte de l'expérience des patients, des professionnels, des étudiants, c'est une façon aussi de travailler autrement et de dépasser la fragilité des outils de régulation. France 2030, y compris avec ses limites, France 2030, ce n'est pas autre chose aussi que d'imaginer des inputs donnés à des acteurs hospitaliers, à des universités, à des acteurs pour relever des défis industriels, relever des défis sur le développement des connaissances, y compris sur la formation et la place des futurs enseignants-chercheurs. Alors les CHU dans tout ça, on pourrait dire que les CHU, on est déjà habitué à gérer cette complexité-là, parce que le CHU, on gère la relation avec l'université. Gérer la relation avec l'université, c'est accepter de considérer que la rationalité de l'hôpital, même si certains doyens parfois trouveraient qu'on pourrait faire un peu mieux la mise de jeu, mais un directeur d'un CHU, il accepte la complexité de l'université. Il accepte donc que sa capacité à rendre des comptes, sa capacité à trouver des équilibres, sa capacité à gérer de la diplomatie est une spécificité et un savoir-faire particulier. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est que non seulement dans un CHU, on a peut-être une longueur d'avance, parfois pas toujours au rendez-vous, mais on a cette longueur d'avance. Mais là, il faut le faire non seulement à l'échelle de l'institution hospitalière, il faut le faire à l'échelle du territoire, des infrastructures numériques, des chaînes industrielles et de tous les acteurs scientifiques, y compris des collectivités publiques. C'est-à-dire la capacité à imaginer un savoir-faire managérial. Ce n'est pas uniquement le management à inventer avec son université, c'est un management à inventer, y compris dans tous ces acteurs et tous ces enjeux numériques, industriels, sociaux, territoriaux à inventer. Et si vous acceptez de me suivre dans ma discussion, je suis bien en train de dessiner là quelque chose dont je ne prétends pas être le meilleur représentant, mais un manager de demain, un leadership de demain. Ce n'est pas la personne qui est capable de gérer uniquement un conflit social. Il faut savoir le faire. Ce n'est pas la personne qui sait gérer son président du conseil de surveillance. Il faut savoir le faire. C'est la personne qui va devoir développer et acquérir des savoir-faire pour gérer des écosystèmes territoriaux, des partenaires économiques, travailler dans la confiance, y compris alors qu'il est le représentant légal d'une institution, et il va travailler dans la complexité. C'est un nouveau leadership, ce sont des nouvelles pratiques managériales, et c'est tout cela qu'il faut que nous apprenions collectivement, tous ensemble, y compris évidemment les représentants des gouvernances médicales. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les éléments les outils de régulation sont en train de s'effriter. Ça nécessite pour nous de penser autrement les certain nombre de choses, et si vous avez besoin de vous convaincre, je rappelle que les données de santé, vous ne pouvez plus les piloter à l'échelle d'un CHU. Les questions des structures de bioproduction, vous ne pouvez plus les gérer à l'échelle d'un CHU. La question de la souveraineté pharmaceutique, pas plus. La question du développement des compétences, de la gestion des parcours hospitalo-universitaires, même chose. Et je peux décliner à l'envi le vieillissement, les préventions, les transitions environnementales. Et donc on convient ici que le CHU ne peut plus être le totipotent pour relever tous ces défis, et il doit développer de nouvelles pratiques managériales et de nouveaux savoir-faire. Alors ces logiques de coopération et d'intégration territoriale me permettent de vous dire, alors pour ceux qui ont du mal, vous regarderez les planches, ça je dis pour les collègues des hospices qui ne m'écoutent pas et qui permettront comme ça de résumer mon discours sur 2 points.
quand vous ne savez pas où vous voulez aller, vous devez vous rappeler en permanence que la seule façon de s'en sortir, c'est l'histoire et la géographie. Vous reprenez interdiction de rire, le territoire et la gestion du temps. La gestion du territoire, je ne suis pas en train de dire qu'évidemment tout ça va se passer très très bien. Il va y avoir de l'affrontement, il va y avoir du frottement. On n'est pas dans un monde de bisounours. Pour autant, on doit admettre qu'il y a des savoir-faire qui sont désormais indépassables, indispensables pour gérer la complexité de nos organisations dans des mondes totalement instables, pour permettre à l'action collective de gérer, y compris les divergences d'intérêts, y compris accepter que la décision, elle peut ne pas être prête parce que nous n'avons pas créé du consensus ou nous n'avons pas créé une situation de confiance. Quand les Hospices civils de Lyon font le choix d'investir sur des plateformes de bioproduction, elles sont représentées, elles vont être tout à l'heure lauréates d'un prix de l'innovation. Le CHU, il ne s'est pas pris pour une entreprise, les Hospices civils de Lyon. Il a fait le choix de dire que, sous certaines conditions, il fallait limiter la dépendance critique, sécuriser l'accès à des thérapeutiques innovantes, maintenir des marges de manœuvre stratégiques dans un environnement qui est marqué par la fragmentation de la chaîne de valeur et d'entreprise. C'est exactement ce qui a été fait sur les deux plateformes, sur les phages thérapeutiques et académiques ou sur la plateforme de production de thérapie cellulaire des Hospices civils de Lyon, sans jamais se prendre pour une entreprise. Donc, de la même façon, lorsque les données de santé, c'est la même question, ou lorsqu'on essaie de répondre à la politique de recherche de sites, on est bien, là encore, en train d'inventer une nouvelle forme qui consiste à dire qu'il n'y a pas la politique de recherche de santé du CHU et la politique de recherche de l'université, y compris ce qui a été rappelé dans la déclaration de principe signée par France Université. Il y a bien une seule politique de recherche, une seule politique de site de la recherche en santé. Si vous arrivez toujours à me suivre et à considérer que tout cela n'est pas totalement abscon, je vais essayer de vous convaincre maintenant qu'on fait le pari que nous devons ne pas avoir toujours raison, accepter de partager un certain nombre de fardeaux, partager les décisions, mais à animer, ne pas être dans des stratégies d'attente, gérer la gestion des crises, considérer que l'enjeu d'un CHU souverain, c'est celui qui va gérer des crises, qui va gérer du temps long. Mais ce qui est très intéressant et que je voudrais vous dire ici, c'est que contrairement à ce que certains d'entre vous imaginent, il existe des méthodes de rémunération qui permettent de rémunérer des établissements, des organisations, des structures qui font le choix d'être leaders, qui font le choix d'être dans des stratégies coopératives. Nous ne sommes pas prisonniers d'un mécanisme de financement à l'activité à 100%. Nous ne sommes pas prisonniers de mécanismes de financement forfaitaire. Il existe des outils financiers qui permettent d'allouer des financements et d'accompagner les CHU qui vont rendre des comptes sur leur capacité à nouer des alliances, sur leur capacité à travailler avec leur écosystème, sur leur capacité à créer de la confiance, y compris avec les professionnels de santé de ville. Et donc, détrompez-vous si vous imaginez que nous sommes arrivés au bout de l'aventure des mécanismes de rémunération. C'est la même chose sur l'autorisation, c'est la même chose sur les logiques d'accompagnement des compétences, de reconnaissance et de rétribution symbolique de ceux qui font effort et de ceux qui s'engagent. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous avez vu que le rapport IGAS-IGF sur l'efficience, il a dit un truc assez incroyable et qui est très intéressant. Évidemment, je ne picore que dans la partie du rapport, ce qui m'intéresse dans ma démonstration. Le rapport, il dit que nous sommes arrivés au bout des marges d'efficience de ce que l'on peut aller colliger sur les grandes fonctions de gestion de l'hôpital. Et que les marges d'efficience de demain, elles sont dans ce qu'on va appeler un choc territorial. Le choc territorial, ce n'est pas uniquement la vassalisation des établissements de santé par rapport aux plus gros établissements. Ce n'est pas uniquement l'imagerie selon laquelle il y a forcément un très grand établissement et tous les autres établissements qui sont aux ordres et qui déclinent une feuille de route. Le choc territorial, c'est travailler à la fois sur des logiques d'intégration sur un certain nombre de plateaux techniques sur lesquels il n'est plus possible de continuer comme on le fait actuellement, mais y compris sur un choc territorial qui admet que l'on doit travailler avec d'autres acteurs. La territorialisation, le choc territorial d'un CHU, ce n'est pas uniquement un processus d'intégration verticale
des acteurs dans une subdivision ou dans un territoire, c'est aussi la capacité à imaginer d'autres façons de travailler, d'autres façons de partager de la valeur et de créer de la confiance. C'est ça ce que l'on appelle un choc territorial. Et l'autre point, puisque je vous ai dit qu'il fallait que tout soit géographie et histoire, c'est que pour créer ce savoir-faire sur le plan de la stratégie, de la coopération ou des pratiques coopératives, il faut pouvoir raconter une histoire. Nos CHU savent gérer des crises. Nos CHU savent se mettre en ordre de marche pour gérer des feuilles de route à 1 an ou à 2 ans. C'est impressionnant la maturité managériale qui peut être la nôtre dans la capacité à décliner dès lors qu'un choix a été fait par une institution pour décliner une feuille de route à 1 an ou à 2 ans. C'est un peu plus compliqué quand vous dites qu'il y a une feuille de route à 5 ans, et c'est un peu plus compliqué quand vous expliquez qu'il y a une feuille de route à 10, 20 ou 30 ans. Et pourtant, je voudrais vous convaincre que nous en avons besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on travaille sur des exercices à 20 ans que pour autant on est hors sol. Si vous voulez que des acteurs avec vous acceptent de prendre des risques, acceptent de gérer la complexité d'un territoire, d'alliances, de pratiques coopératives, il faut que vous leur donniez la possibilité de réfléchir avec vous sur ce qui va advenir dans 10 et dans 20 ans. Et là, vous avez à peu près toute la démonstration que je voulais partager avec vous, qui est de considérer que une bonne gouvernance, c'est la gouvernance qui sait gérer la crise, qui sait gérer la feuille de route à 1 an, à 2 ans, qui sait gérer une mise en mouvement à 5 ans et qui est capable de créer de la confiance avec les acteurs locaux, territoriaux, industriels, sociaux, sur un chemin, ou en tous les cas, ce qui pourrait advenir à 10, 20 ou 30 ans. Et on a la prétention aux hospices, puisqu'il faut que je défende un peu ma maison, que grâce à une partie de la gouvernance, Madame Valentin, mon ancienne DGA, qui a fait le choix de me quitter, mais pour assumer sa part légitime d'ambition qui était la sienne, parce qu'elle a réussi. On essaie de travailler aux Hospices Lyon sur cette dynamique-là. Quand l'État nous a confié une partie du projet OSE 2050, dans OSE 2050, ce qui est passionnant, c'est la capacité à imaginer un système numérique et ses répercussions sur le système de santé en 2050. Et rien que le fait de travailler sur des scénarios, de mobiliser de la science-fiction, crée de l'intelligence collective et donne la possibilité d'être beaucoup plus solidaire dans une façon d'assumer une responsabilité qui n'est pas une responsabilité verticale, qui est une responsabilité où il faut avoir des personnes et qui font que les meilleurs avocats du CHU, c'est l'université. Les meilleurs avocats du CHU, ce sont les CPTS. Les meilleurs avocats du CHU, c'est les grandes entreprises qui sont installées dans l'écosystème industriel qui est le vôtre. Les meilleurs avocats du CHU, ce sont les entreprises innovantes qui ont besoin du CHU pour tester les produits, les services qu'ils veulent mettre sur le marché ou qu'ils veulent tester. C'est ça qu'on nous demande de faire et c'est ça que j'ai essayé de vous démontrer. Voilà pour mon exposé. Et donc, pour me caricaturer, je rappelle que dès lors que l'on admet... Ah oui, je reviens un instant. Voilà, donc on admet qu'il faut sortir de l'idée que vous n'êtes pas condamné à être le meilleur directeur d'hôpital parce que vous êtes à l'équilibre et que vous considérez que votre seule légitimité, c'est de rendre des comptes sur une organisation fermée. Le vrai patron, c'est celui qui est capable de raconter une histoire. Et donc, de rappeler que le CHU, c'est une incroyable aventure parce qu'on doit apprendre à travailler en permanence avec les facultés, l'université, et que nous sommes une fabrique à créer de la confiance, y compris en interne, y compris en externe. Et donc, quand vous ne savez plus quoi faire, vous vous rappelez qu'il faut toujours raconter une histoire et donc un récit. Vous ne pouvez pas convaincre si vous ne racontez pas une histoire, si vous n'intégrez pas votre stratégie dans un récit narratif, y compris au niveau national. Il faut gérer de l'acceptabilité. Ça ne sert à rien de raconter une histoire si vous n'avez pas un talent pour créer un processus d'acceptabilité. Et donc, vous pouvez créer de l'acceptabilité en créant de la crise, si vous voulez. Vous pouvez créer de l'acceptabilité avec d'autres outils, un peu de séduction, un tout petit peu d'attente, un petit peu de complicité, des équipes qui vous entourent, des talents qui ne sont pas les vôtres. Créer de la confiance, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est même redoutable. C'est quelque chose qui peut rapidement s'épuiser.
Et on vous demande en plus de créer de l'engagement et de la coopération. C'est que ça ne sert à rien d'avoir raison, d'avoir créé un savoir-faire, mais il faut aussi que vous créez les conditions pour que les équipes s'engagent et aient envie de s'engager. Voilà ce qui m'importait de vous dire. J'espère vous avoir un tout petit peu convaincu et vous rappeler que contrairement à ce que vous pouvez imaginer, tout cela, ça s'apprend. Tout ça, ça se cultive et tout ça, ça se diffuse. Et donc, ce n'est pas uniquement un savoir-faire d'une personne, c'est bien un état d'esprit et c'est bien une nouvelle pratique managériale qui nous est demandée. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, le moment des questions. Alors moi, j'en ai une ou deux quand même, le temps, pour laisser à chacun le temps de réfléchir. Ma première question, c'est que si on se dit que les CHU sont de grandes plateformes dont la performance mesure sur les effets sur l'écosystème, dans sa grande complexité actuelle, c'est-à-dire au fond, se mesure par les externalités positives que le CHU produit, finalement, et sur l'université, et sur le tissu industriel, et sur les collectivités, et sur la dynamique de recherche qui le déborde, etc. etc. Finalement, ça veut dire qu'il faut quand même penser des mécanismes de réassurance interne sur ce qu'il concède en termes de performance interne à la production de valeur externe. Comment tu vois les choses? Et après, j'ai un cas pratique. Donc évidemment, comme je suis un vrai patron, je ne vais pas répondre à la question. Mais je vous propose d'être tous momentanément pilotes d'un CHU. Gérer un CHU, vous avez le droit de considérer que la rétribution que vous acceptez d'accorder à tel ou tel projet ou à telle ou telle équipe, c'est le résultat d'une relation dyadique entre deux personnes. Je vous propose de considérer que ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le processus de rétribution d'une équipe ou d'accompagnement d'un projet, ce doit être le résultat d'un processus de sélection qui ne doit pas être un processus de sélection de combat, qui ne doit pas être un processus de sélection où j'écrase l'autre. C'est je sélectionne le projet qui a de la valeur parce que c'est un projet qui entraîne plusieurs disciplines, parce que c'est un projet qui aura de la valeur dans sa capacité à diffuser. Autrement dit, nous-mêmes, implicitement ou explicitement, nous sommes en train d'expérimenter des processus de décision où nous accompagnons de façon privilégiée des projets qui ont des valeurs qui dépassent la seule valeur du service, la seule valeur de l'équipe, mais des projets et des dynamiques qui sont communes à plusieurs disciplines, à plusieurs équipes, à plusieurs projets. Et donc la capacité de projets qui ont intrinsèquement intégré une valeur de coopération, une valeur de dynamique partagée. C'est ça qu'on nous demande de faire. Et un processus de décision qui intègre cette façon de faire, elle vous garantit, non pas de ne pas vous tromper, mais elle vous garantit que les projets ou les équipes que vous allez accompagner, pour lesquels vous prenez des risques, parce que vous avez dégagé des marges de manœuvre, sont les projets qui vont avoir le plus d'importance dans les années à venir au sein de votre institution. Et comme je commence à avoir un petit peu d'années derrière moi, pas beaucoup, je pense que chaque fois que j'ai procédé ainsi, l'histoire m'a donné raison. Et tu m'interroges sur mais comment tu traduis ça à l'extérieur et à l'échelle d'une institution? Moi, je pense que ce sont des affaires de grands équilibres, c'est-à-dire que ce que tu vas accepter de concéder comme pouvoir partagé, voire même comme rétribution de recettes partagées, tu vas le récupérer ailleurs. Et ce sont des phénomènes de flux et de dynamique. Et donc, tu gères ta complexité. Quand Nicolas Revel défend, il dit il faut investir les préventions secondaires et tertiaires des maladies chroniques. En même temps, Nicolas Revel est en train de défaire l'un des mécanismes de rémunération les plus importants de son CHU, ou en tous les cas de le fragiliser. Ce pari-là, et c'est exactement celui que j'appelle et que je considère qu'il nous faut démultiplier. C'est-à-dire que chaque fois que nous faisons le pari d'une rémunération primaire directe de son CHU au détriment d'une responsabilité territoriale, d'une responsabilité démographique, d'une responsabilité universitaire, nous ne créons pas de l'intelligence
Et à un moment donné, on va le payer très cher. C'est très facile de mettre à l'équilibre un budget de CHU. Il suffit de tout verrouiller et de tout fossiliser et de tout ossifier. Ce n'est pas la mission qui nous est confiée. Merci. D'autres, des questions? Non? Alors, la deuxième question portait sur le point que tu évoques à l'instant. C'est-à-dire que quand on écoute un peu le salon, on se promène dans les tables rondes, les propos des uns et des autres. Et hier, j'étais à la CNAM, à l'assurance maladie, avec Thomas Fatoum. Ce matin, j'étais avec les libéraux sur une séquence organisée par Doctolib sur la démographie médicale et les délais de rendez-vous. On voit que un des grands leviers du système, c'est quand même un changement de paradigme sur la prise en charge des pathologies chroniques via la prévention secondaire tertiaire. Et on sait que via leur suivi, etc. Et tout ça, l'objectif de tout ça, c'est l'un des objectifs, il y en a plusieurs, c'est bien sûr une amélioration de l'état de santé des patients, tout ça est prouvé, sans doute une satisfaction des professionnels qui est plus grande, mais un des objectifs, c'est quand même moins de séjours à l'hôpital. Et du coup, un usage différent de l'hôpital. Or, ce pari, qui est probablement le pari du moment, et peut-être le pari de la décennie, en fait, de la transformation du système de santé, qui va peut-être réinventer nos métiers sur les 10 ans qui viennent. Et aux uns et aux autres, les hospitaliers, les libéraux, peut-être le régulateur, etc. Il a un effet, effectivement, que soulignait Laetitia Buffet hier à la table ronde, qui est un effet de fragilisation massive de nos institutions. Donc on est dans une situation où on promet nous-mêmes une évolution au nom, effectivement, de l'intérêt du patient et de la soutenabilité du système, qui va produire à court terme, qui peut produire, bref, on peut en penser des mécanismes compensatoires, mais qui peut produire une fragilisation effectivement de notre principale source de revenus actuelle. Donc, comment tu vois cet aspect et ce paradoxe extraordinaire, c'est-à-dire que la séquence qui s'ouvre sera une séquence où, pour préserver le système et lui faire franchir un cap, y compris en qualité des soins, finalement, on va passer par une étape qui sera le fait de repenser assez profondément nos équilibres. Tu as très bien compris ce qui peut être présenté comme étant une aporie du raisonnement, mais qui ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, le gain associé à la réflexion, c'est que quand un responsable discipline interroge son institution en disant « mais je ne peux pas suivre, je suis confronté à l'impensable, c'est-à-dire au mur démographique. J'ai réussi à gérer le virage de la stabilisation d'un très grand nombre de pathologies chroniques. Ces personnes vont vieillir en même temps, et elles vont me confronter à un mur démographique considérable. Cette équipe-là, on va accepter de travailler avec vous sur une stratification des risques, sur une stratification des populations, sur des dynamiques de surveillance, de partage du fardeau de la responsabilité avec des acteurs de ville, d'autres établissements de santé. Le patron de ce service, cette équipe-là, va reconnaître, va redonner de la confiance au système. C'est-à-dire qu'il va te rétribuer symboliquement, positivement, le fait tu vas répondre au prix, certes, d'une mise à mal d'un équilibre économique de ton institution, mais tu as accepté de comprendre l'enjeu qui était celui de la prise en charge d'un volume de patients qu'on ne pourrait pas gérer si on ne faisait rien. Et cette confiance-là que tu crées avec un responsable d'équipe, tu la diffuses à toute l'équipe, et cette équipe-là, elle va accepter avec toi de t'accompagner dans d'autres efforts de rationalité, d'autres efforts de maîtrise de dépenses de santé. C'est ça qui est assez passionnant, c'est-à-dire que oui, ça a l'air comme ça paradoxal, et en même temps, tu as un retour très positif des équipes qui admettent qu'une institution peut réfléchir, quitte à ce que ça puisse apparaître comme étant contraire aux intérêts à court terme, et en même temps, l'équipe va reconnaître l'effort que tu as réalisé et va être encore plus à tes côtés pour imaginer le CHU de demain et prendre sa part de risque. Merci. D'autres questions? Écoute, merci beaucoup, merci infiniment Raymond.